Voyage au centre de la Terre, Jules Verne. Chapitre 6. Discussion entre l'oncle et le neveu. À ces paroles, un frisson me passa par tout le corps. Cependant, je me contins. Je résolus même de faire bonne figure. Des arguments scientifiques pouvaient seuls arrêter le professeur Lindenbrock. Or, il y en avait, et de bons, contre la possibilité d'un pareil voyage. Aller au centre de la Terre, quelle folie! Je réservais ma dialectique pour le moment opportun, et je m'occupais du repas. Inutile de rapporter les imprécations de mon oncle devant la table desservie. Tout s'expliqua. La liberté fut rendue à la bonne Marthe, elle courut au marché et fit si bien qu'une heure après ma faim était calmée, et je revenais au sentiment de la situation. Pendant le repas, mon oncle fut presque gai. Il lui échappait de ces plaisanteries de savants qui ne sont jamais bien dangereuses. Après le dessert, il me fit signe de le suivre dans son cabinet. « Axel, dit-il d'une voix assez douce, tu es un garçon très ingénieux. Tu m'as rendu là un fier service, quand de guerre lasse j'allais abandonner cette combinaison. Où me serais-je égaré, nul peut le savoir. Je n'oublierai jamais cela, mon garçon, et de la gloire que nous allons acquérir tu auras ta part. Allons, pensai-je, il est de bonne humeur. Le moment est venu de discuter cette gloire. Avant tout, reprit mon oncle, je te recommande le secret le plus absolu. Tu m'entends? Je ne manque pas d'envieux dans le monde des savants, et beaucoup voudraient entreprendre ce voyage, qui ne s'en douteront qu'à notre retour. Croyez-vous, dis-je, que le nombre de ces audacieux fût si grand? Certes, qui hésiterait à conquérir une telle renommée? Si le document était connu, une armée entière de géologues se précipiterait sur les traces d'Arne Saknussemm. Voilà ce dont je ne suis pas persuadé, mon oncle, car rien ne prouve l'authenticité de ce document. Comment? Et le livre dans lequel nous l'avons découvert? Bon, j'accorde que ce Saknussemm ait écrit ces lignes, mais s'ensuit-il qu'il ait réellement accompli ce voyage? Et ce vieux parchemin, ne peut-il renfermer une mystification? Ce dernier mot un peu hasardé, je regrettais presque de l'avoir prononcé. Le professeur fronça son épais sourcil. Je craignais d'avoir compromis les suites de cette conversation. Heureusement, il n'en fut rien. Mon sévère interlocuteur ébaucha une sorte de sourire sur ses lèvres et répondit « C'est ce que nous verrons. »« Ah !» fis-je un peu vexé. « Mais permettez-moi d'épuiser la série des objections relatives à ce document. Parle, mon garçon, ne te gêne pas. Je te laisse toute liberté d'exprimer ton opinion. Tu n'es plus mon neveu, mais mon collègue, ainsi va. » Eh bien, je vous demanderai d'abord ce que sont ce Yocul, ce Sneffels, ce Scartaïs dont j'ai jamais entendu parler. Rien n'est plus facile. J'ai précisément reçu, il y a quelque temps, une carte de mon ami Petermann, de Leipzig. Elle ne pouvait arriver plus à propos. Prends le 3e atlas dans la seconde travée de la grande bibliothèque. Série Z, planche 4. Je me levai, et grâce à ces indications précises, je trouvai rapidement l'atlas demandé. Mon oncle l'ouvrit et dit « Voici une des meilleures cartes de l'Islande, celle de Anderson, et je crois qu'elle va nous donner la solution de toutes tes difficultés. » Je me penchai sur la carte. « Vois, cette île, composée de volcans, » dit le professeur. « Remarque qu'ils portent tous le nom de Yocul. Ce mot veut dire glacier en islandais. Et sous la latitude élevée de l'Islande, la plupart des éruptions se font jour à travers les couches de glace. De là, cette dénomination de Yocul appliquée à tous les monts ignivomes de l'île. « Bien, répondis-je. Mais qu'est-ce que Sneffels? » J'espérais qu'à cette demande il n'y aurait pas de réponse. Je me trompais. Mon oncle reprit. « Suis-moi sur la côte occidentale de l'Islande. Aperçois-tu Reykjavik, sa capitale? Oui, bien. Remonte les fjords innombrables de ces rivages rongés par la mer. Arrête-toi un peu au-dessus du 65e degré de latitude. Que vois-tu là? Une sorte de presqu'île, semblable à un os décharné que termine une énorme rotule. La comparaison est juste, mon garçon. Maintenant,
N'aperçois-tu rien sur cette rotule? Si, un mont qui semble avoir poussé en mer. Bon, c'est le Sneffels. Le Sneffels? Lui-même. Une montagne haute de 5000 pieds. L'une des plus remarquables de l'île, et à coup sûr la plus célèbre du monde entier, si mon cratère aboutit au centre du globe. Mais c'est impossible, m'écriai-je en haussant les épaules, et révolté contre une pareille supposition. Impossible, répondit le professeur Lindenbrock d'un ton sévère. Et pourquoi cela? Parce que ce cratère est évidemment obstrué par les laves, les roches brûlantes, et qu'alors, et si c'est un cratère éteint? Éteint? Oui. Le nombre des volcans en activité à la surface du globe n'est actuellement que de 300 environ. Mais il existe une bien plus grande quantité de volcans éteints. Or, le Sneffels compte parmi ces derniers. Et depuis des temps historiques, il n'a eu qu'une seule éruption, celle de 1219. À partir de cette époque, ces rumeurs se sont apaisées. Et peu à peu, il n'est plus au nombre des volcans actifs. À ces affirmations positives, je n'avais absolument rien à répondre. Je me rejetai donc sur les autres obscurités que renfermait le document. « Que signifie ce mot Scartaris ?» demandai-je. « Et que viennent faire là les calendes de juillet ?» Mon oncle prit quelques moments de réflexion. J'eus un instant d'espoir, mais un seul, car bientôt il me répondit en ces termes. « Ce que tu appelles obscurité est pour moi lumière. Cela prouve les soins ingénieux avec lesquels Saknussemm a voulu préciser sa découverte. Le Sneffels est formé de plusieurs cratères. Il y avait donc nécessité d'indiquer celui d'entre eux qui mène au centre du globe. Qu'a fait le savant islandais? Il a remarqué qu'aux approches des calendes de juillet, c'est-à-dire vers les derniers jours du mois de juin, un des pics de la montagne, le Scartaris, projetait son ombre jusqu'à l'ouverture du cratère en question. Et il a consigné le fait dans son document. Pouvait-il imaginer une indication plus exacte? Et une fois arrivé au sommet du Sneffels, nous sera-t-il possible d'hésiter sur le chemin à prendre? Décidément, mon oncle avait réponse à tout. Je vis bien qu'il était inattaquable sur les mots du vieux parchemin. Je cessai donc de le presser à ce sujet, et comme il fallait le convaincre avant tout, je passai aux objections scientifiques, bien autrement graves à mon avis. « Allons, dis-je, je suis forcé d'en convenir, la phrase de Saknussemm est claire, et ne peut laisser aucun doute à l'esprit. J'accorde même que le document a un air de parfaite authenticité. Ce savant est allé au fond du Sneffels, il a vu l'ombre du Scartaris, caresser les bords du cratère avant les calendes de juillet. Il a même entendu raconter les récits légendaires de son temps que ce cratère aboutissait au centre de la Terre. Mais quant à y être parvenu lui-même, quant à avoir fait le voyage et à en être revenu, s'il l'a entrepris, non, 100 fois non. « Et la raison, dit mon oncle d'un ton singulièrement moqueur, c'est que toutes les théories de la science démontrent qu'une pareille entreprise est impraticable. »« Toutes les théories disent cela ?» répondit le professeur en prenant son air bonhomme. « Oh, les vilaines théories, comme elles vont nous gêner, ces pauvres théories !» Je vis qu'il se moquait de moi, mais je continuai néanmoins. « Oui, il est parfaitement reconnu que la chaleur augmente environ d'1 degré par 70 pieds de profondeur au-dessous de la surface du globe. Or, en admettant cette proportionnalité constante, le rayon terrestre étant de 1500 lieues, il existe au centre une température de 2 millions de degrés. Les matières de l'intérieur de la Terre se trouvent donc à l'état de gaz incandescent, car les métaux, l'or, le platine, les roches les plus dures, ne résistent pas à une pareille chaleur. J'ai donc le droit de demander s'il est possible de pénétrer dans un semblable milieu. Ainsi, Axel, c'est la chaleur qui t'embarrasse? Sans doute. Si nous arrivons à une profondeur de 10 lieues seulement, nous serions parvenus à la limite de l'écorce terrestre, car déjà la température est supérieure à 1300 degrés. Et tu as peur d'entrer en fusion? Je vous laisse la question à décider, répondis-je avec humeur. Voici ce que je décide, répondit le professeur Lindenbrock en prenant ses grands airs. C'est que ni toi ni personne ne sait d'une façon certaine ce qui se passe à l'intérieur du globe, attendu qu'on connaît à peine la 12 millième partie de son rayon. C'est que la science est éminemment perfectible
et que chaque théorie est incessamment détruite par une théorie nouvelle. N'a-t-on pas cru jusqu'à Fourier que la température des espaces planétaires allait toujours diminuant? Et ne sait-on pas aujourd'hui que les plus grands froids des régions éthérées ne dépassent pas 40 ou 50 degrés au-dessous de zéro? Pourquoi n'en serait-il pas ainsi de la chaleur interne? Pourquoi, à une certaine profondeur, n'atteindrait-elle pas une limite infranchissable, au lieu de s'élever jusqu'au degré de fusion des minéraux les plus réfractaires? Mon oncle, plaçant la question sur le terrain des hypothèses, je n'eus rien à répondre. Eh bien, je te dirai que de véritables savants, Poisson entre autres, ont trouvé que si une chaleur de 2 millions de degrés existait à l'intérieur du globe, les gaz incandescents provenant des matières fondues acquéraient une élasticité, telle que l'écorce terrestre ne pourrait y résister, et éclaterait contre les parois d'une chaudière sous l'effort de la vapeur. C'est l'avis de Poisson, mon oncle, voilà tout. D'accord, mais c'est aussi l'avis d'autres géologues distingués, que l'intérieur du globe n'est formé ni de gaz ni d'eau, ni des plus lourdes pierres que nous connaissions, car dans ce cas la Terre aurait un poids 2 fois moindre. Oh, avec les chiffres on prouve tout ce qu'on veut. Et avec les faits, mon garçon. En est-il de même? N'est-il pas constant que le nombre des volcans a considérablement diminué depuis les premiers jours du monde? Et si chaleur centrale il y a, ne peut-on en conclure qu'elle tend à s'affaiblir? Vraiment, je commençais à être ébranlé par les arguments du professeur. Il les faisait valoir d'ailleurs avec sa passion et son enthousiasme. « Tu le vois, Axel, ajouta-t-il, l'état du noyau central a soulevé des hypothèses diverses entre les géologues. Rien de moins prouvé que ce fait de chaleur interne. Suivant moi, elle n'existe pas. Elle ne saurait exister. Nous le verrons d'ailleurs, et comme Arne Saknussemm, nous saurons à quoi nous en tenir sur cette grande question. » « Eh bien, oui, répondis-je en me sentant gagné par cet enthousiasme. Oui, nous le verrons, si on y voit toutefois. Et pourquoi pas? Ne pouvons-nous compter sur des phénomènes électriques pour nous éclairer, et même sur l'atmosphère que sa pression peut rendre lumineuse en s'approchant du centre? Oui, dis-je, oui, c'est possible après tout. Cela est certain, répondit triomphalement mon oncle. Mais silence, entendu? Silence sur tout ceci, et que personne n'ait idée de découvrir avant nous le centre de la Terre. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.